Attention, cette émission n'est consacrée qu'à un but de divertissement, et non qu'à un complément de cours d'histoire du cinéma parce que vous avez un prof nul. Donc à part les dates, les personnages et certains événements, n'utilisez pas cette émission comme révision pour vos partiels, car vous n'aurez pas votre moyenne, raterez vos études et finirez votre vie comme équipier à McDo. Même pas manager puis après cadre, juste équipier. Vous êtes prévenus. Précédemment. Je m'appelle Tosaki, jeune étudiant en fac de cinéma qui a l'ambition absurde de devenir réalisateur. Et vous savez ce que je fais 100% du temps? Je reste assis dans un amphi. Hey Nick, tu m'as demandé? Oh, salut Toast. Ouais, rentre, je t'en prie. Enfin, ce n'est pas vraiment une machine à voyage dans le temps, à proprement parler. Elle permet d'interagir, de parler avec le passé en projetant le contenu de la bobine sur un écran. Georges Méliès, pour vous servir, messieurs. Que vous soyez bon ou pas, c'est le public qui décide de votre sort dans ces métiers. Alors en 1913, j'ai accepté que je n'étais plus fait pour le cinéma, et j'ai donc abandonné. Comme il fallait bien travailler, je suis devenu vendeur de jouets à la gare Montparnasse. Vous êtes l'inventeur des effets spéciaux du cinéma moderne. Vous avez permis la création des films qui ont bercé mon enfance, et pour moi vous méritez tout. Et je pense parler pour tous ceux qui aiment le cinéma, en vous disant merci. Chronobobine. Tonton Sergueï. Monsieur Tostaki, Oh punaise, vous m'avez fait peur, monsieur. ce n'était pas mon intention. Enfin, un peu quand même. J'ai vu que vous étiez parti de mon cours la dernière fois. Oui, excusez-moi, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Vous allez mieux maintenant? Oui, c'est le principe d'un médecin. Et vous étiez aussi malade les 2 cours d'avant? Oui, vous pouvez pas savoir à quel point je suis un nid à maladie. C'est à la limite de la décence. Vous n'êtes pas fait pour le cinéma, monsieur Tostaki. Vous n'êtes pas bon en cours, vous ne faites rien, vous n'écrivez rien. Je sais bien que je ne suis pas le professeur le plus passionnant de cette faculté, mais si vous n'arrivez pas à tenir 2 heures en amphi avec moi, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le monde de l'audiovisuel, car vous vous ferez détruire par votre ignorance et votre fainéantise. Si lors de l'examen d'histoire du cinéma vous me sortez pas une bonne copie, je ferai en sorte pour vous renvoyer. Croyez-moi, je fais ça pour votre bien. Le quand on veut, on peut, ça ne marche pas toujours. Bonne journée. Hé, Toast, ça... va? Oui. C'est juste que... Rien. Bon, on l'active la chronobobine. Let's go! Da. Ah, cette fois, il tousse pas. Sergei Eisenstein, enchanté. Monsieur Eisenstein, vous êtes né en janvier 1898 à Riga, capitale de la Lettonie. Et vous... Presse pas, tu veux pas que je mette la musique? On s'en fiche. Vous êtes connu pour être un réalisateur de la période soviétique, très porté par le... Oh, Toast, on se calme, pas la peine d'aller aussi vite. C'est juste que... J'en ai marre, putain. Déjà, ça fait à peine 3 minutes. Non, pas vous, monsieur. Écoute, Nick, je peux pas là. Je vais me faire éclater par le prof d'histoire et j'avais pas vraiment besoin de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que j'étais pas fait pour le cinéma, ni rien du tout dans l'audiovisuel. C'est pas comme si je me le disais assez souvent, quoi. Allez, mec, on switch. De quoi? Tu t'assois et je fais le cours avec tonton Sergueï. Ça va changer un peu. Et tu mets les musiques. Ok, ça marche. Merci. Toast, musique. Allez, Sergueï, raconte-nous tout. Eh bien, ma vie n'a pas été très longue. Comme l'a dit ton ami, je suis né en janvier 1898 en Lettonie, bien qu'à mon époque, c'était le gouvernement de Livonie. Mon père était un ingénieur, il a réalisé des bâtiments style Art Nouveau, c'était réputé à l'époque. En 1915, après le lycée, je suis entré à l'Institut des ingénieurs civils de Petrograd. T'as fait ça jusqu'en 1917, si je me souviens bien. Da. J'ai quitté les études pour rejoindre l'armée rouge. J'étais ingénieur là-bas. Mon père n'était pas d'accord et il est parti habiter en Allemagne après la révolution d'octobre. T'es démobilisé en 1920 après l'avènement du communisme. Tu deviens metteur en scène et décorateur dans un théâtre, et tu fais la rencontre de Meyerhold, qui dirige le théâtre Prolet Culte de Moscou. Il va beaucoup m'aider sur la théorie du montage. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1923, je publie mes premiers écrits sur le montage attraction. Ça a consisté, si je me souviens bien,
à assembler plusieurs scènes qui vont avoir un grand impact visuel. Oh, tu simplifies, mais c'est à peu près ça. J'ai réalisé mon premier film la même année, Le Journal de Gloumov, c'était du burlesque. À l'époque, Staline venait de prendre le pouvoir et il avait besoin d'artistes qui pouvaient parler et rallier la population aux bolcheviks, la majorité étant illettrée. Alors j'ai commencé à faire des affiches, des bannières... T'étais très porté par le communisme. Ah, c'était l'époque et le pays qui faisaient ça. Staline savait que le cinéma pouvait être un outil de propagande puissant. Alors il m'a demandé de tourner un film pour prôner les valeurs du communisme. Le cuirassé Potemkin en 1925. Retiens bien ça, ce chef-d'œuvre fait partie des 10 plus grands films de tous les temps. Il parle de la mutinerie des marins du cuirassé Potemkin contre le régime tsariste de 1905. Mutinerie qui amènera à la révolte de la ville d'Odessa et se terminant par une scène de fusillade sur l'escalier de la ville. Il fallait montrer la force du commun, de l'ensemble face à l'oppression. Le comité central du Parti communiste m'avait demandé de réaliser un film pour les 20 ans de la révolution de 1905. L'enchaînement des images, le montage, devait pousser les spectateurs vers cette révolte. Les gens ont appelé ça le cinéma point. En 1927, tu as réalisé Octobre pour les 10 ans de la révolution russe. Mais celui-ci a eu moins de succès auprès des politiques, car peut-être trop métaphorique dans son montage, en faisant naître des images dans l'esprit du spectateur grâce à la juxtaposition des scènes dans le film. Tu as fait aussi en 1929 La Ligne Générale, qui mettra en scène la campagne dans un village russe. Et en 1930, Charlie Chaplin te contacte. Sa société, United Artists, avec l'aide d'Upton Sinclair, un écrivain, ont réussi à dégager des fonds pour que je puisse réaliser un film sur le Mexique, que Viva Mexico. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, faute de moyens financiers, j'ai dû abandonner le tournage, et Staline a demandé mon rapatriement. Et bon, un russe qui va aux États-Unis, ça plaît pas franchement à Staline. Il se méfiait beaucoup de moi, le Parti communiste aussi. Donc, presque pour me punir, ils ont imposé l'annulation de 2 de mes projets. Et ils m'ont adjoint un superviseur lors de la conception d'Alexandre Nevsky, un film racontant l'histoire de ce prince qui a fait face à l'invasion des chevaliers teutoniques. Ouais, c'était un film anti-nazi, quoi. Un film pour prouver que Staline pouvait battre Hitler. Mais après la signature du pacte germano-soviétique, ils ont tout simplement décidé de retirer mon film des salles, car il n'était plus utile. Ton dernier film sera un diptyque, Ivan le Terrible. Ça a été tourné entre 1942 et 1944, et la première partie a reçu le prix Staline en 1945. C'est un prix qui récompensait les opposants aux dictatures. Mais la deuxième partie, par contre, est censurée jusqu'en 1958, car Ivan n'était plus un héros, mais un tyran. Il devait y avoir une 3e partie qui a été commencée en 1946, mais elle a été confisquée et en partie détruite. C'était mes derniers films, ayant fini ma vie en février 1948, sans avoir pu, hélas, achever Ivan le Terrible. Chronobobine. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure.